Julien Pellet, Boker Tov, bonjour. Il faut appuyer sur le bouton rouge, pardon. Voilà, alors voilà, Boker Tov, merci d'être avec nous. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, je vais vous présenter rapidement et vous compléterez. Vous êtes Oleh Hadash, vous êtes en Israël depuis à peine 3 ans. Vous êtes monté de Suisse, de Lausanne, très exactement, cette paisible ville sur le bord du lac Léman. Et vous êtes traducteur de formation, vous êtes traducteur, et puis vous avez un blog qui est que l'on peut retrouver sur le Times of Israel, exactement, dans lequel justement, eh bien, vous nous livrez des enseignements de la paracha de la semaine, et c'est la raison pour laquelle nous vous avons demandé de venir ici pour parler donc ce matin de la paracha de Balak, une paracha dont on parle pas véritablement beaucoup de Balak, mais on parle beaucoup de Bilham. Alors pourquoi ce paradoxe? On aurait pu l'appeler Balaam, Bilham, cette paracha, plutôt que Balak. On aurait pu l'appeler Bilham. Il se trouve que Balak, c'est celui qui va être à l'initiative de l'action de Bilham. Et on peut se demander pourquoi déjà on donne un nom d'un non-juif à une paracha. Bon, c'était déjà le cas avec la paracha de Yitro. Mais ça se comprend parce que Yitro était quand même un ami d'Israël, c'était le beau-père de Moshe. Il est venu pour aider Israël et certains même disent pour se convertir. Donc on comprend qu'on lui fait cet honneur. Par contre, Balak, ou même Bilam, on a de la peine à comprendre. Et même, on peut se demander pourquoi la paracha parle de cet épisode. Bichal, comme on dit en hébreu, pourquoi la paracha prend tellement de temps et de peine pour parler de cet épisode, alors que finalement, il n'y a pas d'incidence directe pour le peuple d'Israël, à part dans les 9 derniers versets de la paracha, le peuple d'Israël n'apparaît pas du tout. Et on a l'habitude, depuis la paracha Lech Lecha, depuis la 3e paracha, je crois, de la Torah, on a l'habitude de voir l'histoire du peuple d'Israël se dérouler sous nos yeux dans la paracha. Et là, c'est un épisode qui est totalement dans les marges. On parle d'Israël, mais il n'y a pas de lien direct. Et donc, il y a deux questions. Pourquoi ça peut s'expliquer, effectivement. C'est-à-dire, si on considère Bilham comme le grand prophète des nations, qu'on dit qu'il était aussi grand que Moshe, dans les autres nations du monde, eh bien, peut-être qu'il y a, avant de rentrer en Eretz Israël, une nécessité de montrer que, même si les nations veulent détruire le peuple juif, eh bien, elles n'y arrivent pas, et au contraire, elles le renforcent. Exactement. Et c'est exactement ce que va nous montrer Bilham. Il va nous expliquer en réalité comment, tout au long de l'histoire, les nations vont s'en prendre à Israël. Et bon, ça, je le tire d'un texte qui a été écrit par un enseignant qui s'appelle David Saada, dans un livre qui s'appelle Le Point Intérieur. David Saada, qui était le directeur, pendant de longues années, le directeur du Fonds social juif unifié. Voilà. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le Point Intérieur, qui est un livre de commentaires sur les parachiotes. Que je recommande. Moi aussi. Et il explique donc que Bilham va essayer, donc par 3 fois, il va essayer de maudire le peuple d'Israël sur la demande de Balak. Il sait d'avance que ça ne va pas réussir, parce que Dieu lui a dit déjà que toutes les malédictions que Bilham voudra prononcer, Dieu va les transformer en bénédictions. Mais malgré tout, il se lance. Et par 3 fois, il va essayer de faire ces malédictions, et à chaque fois, il va essayer de chercher un angle d'attaque différent. C'est-à-dire qu'on voit dans la paracha que Balak l'amène à différents endroits pour qu'il voit le peuple d'Israël sous différents angles, une fois à une extrémité, une fois à l'autre, et une fois dans son ensemble. Et en réalité, nous explique David Saada, par ces 3 angles d'attaque, il va voir les 3 composantes de l'identité d'Israël. Qui sont alors la dimension du peuple, la dimension de la religion, la Torah, et la dimension de la terre. Et ça, on le voit, je vais juste citer 3 versets. Oui, c'est le fameux triptyque du Rav Kook, si cher au Rav Kook. Exactement. Am Israël, Torah Israël, Eretz Israël, qui sont les 3 dimensions de l'identité collective d'Israël. Et on voit cette première dimension donc dans la première tentative de Bilham de maudire le peuple. Bilham s'exprime, donc c'est un prophète, il s'exprime dans un langage un peu poétique, mais on peut essayer d'interpréter ce qu'il dit, de comprendre ce qu'il dit. Et il dit notamment, donc cette première fois, Hen am levadad ishkon uvagoim lo yithashav. Donc le peuple d'Israël, c'est un peuple solitaire, il réside solitaire, il n'est pas compté parmi les nations. Et donc on peut le comprendre de manière très négative, mais on peut aussi comprendre que, comme on a vu tout au long de l'histoire, que le peuple d'Israël, il reste, même quand il est en exil,
il reste un peu de côté. Quand on dit il n'est pas compté au Bagoïm le Yitrashav, ça peut être aussi interprété comme le fait qu'il n'est peut-être pas compté par les nations, mais lui aussi, il ne compte pas sur les nations. Oui. D'une certaine manière. Oui, exactement. Il sait que lui, il a un aspect particulier. Et donc, c'est ce premier aspect de l'appartenance au peuple qui est... Bon, certains pourraient dire c'est un aspect un peu raciste ou élitiste. Mais bon, en tout cas, c'est un premier aspect de cette identité d'Israël. Ensuite, le deuxième aspect, on le retrouve dans ce verset qui est dans la deuxième tentative de Bilam de maudire le peuple. Kilon achash be Yaakov velo kasem be Israël. Donc il n'y a pas de sortilège chez Yaakov, il n'y a pas de magie en Israël. Et pourquoi il n'y a pas de sortilège et de magie? Parce qu'il y a la Torah. Israël sait qu'il a une relation particulière avec Dieu à travers la Torah, et donc il n'a pas besoin de sortilège ou de magie comme pourraient en avoir besoin les autres peuples. Et donc c'est cette deuxième dimension de la Torah. Et la troisième dimension, qu'on retrouve donc dans cette troisième tentative de Bilam, c'est un verset très connu, Matovu ohalecha Yaakov, mishkonotecha Israël. Donc elles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures, Israël. Et ça, on peut le comprendre. Rachid nous dit que ça fait référence aux tentes qui est du campement. À la tsniout du peuple juif, à la pudeur du peuple juif. Exactement, parce que les tentes n'étaient pas ouvertes sur les portes, sur la porte d'en face. Exactement. Mais on peut aussi le comprendre comme étant une référence à Israël, puisque la demeure véritable du peuple d'Israël, c'est la terre d'Israël, même si pour l'instant, dans la paracha, il n'y est pas encore, et même si au long de l'histoire, il va passer plus de temps en dehors d'Israël, exactement. Mais c'est véritablement la demeure vers laquelle il aspire. Et donc on a ce triptyque. Et ce qui est très très intéressant, c'est de remarquer que tout au long de l'histoire, effectivement, les ennemis d'Israël vont s'en prendre à nous chaque fois sur une de ces dimensions. On a eu, si on schématise vraiment très grossièrement, on a commencé par l'anti-judaïsme, qui était une attaque contre la religion juive. On a ensuite eu l'antisémitisme, qui est une attaque contre les juifs en tant que sémites, donc la race juive, donc le peuple juif. Et aujourd'hui, on a l'antisionisme, qui est une attaque contre le lien qui unit les juifs à la terre d'Israël. Et donc, voilà, Bilam nous donne déjà en fait le programme de toute l'histoire. De toutes les confrontations auxquelles l'État d'Israël le peuple juif et l'État d'Israël aujourd'hui vont devoir être confrontés pour survivre, quoi. Exactement. Et il y a quelque chose d'encore plus intéressant si on va un petit peu en arrière dans la paracha. Je ne sais pas si on a le temps. Oui, encore 2 minutes. Donc il y a une histoire un peu délirante de Bilam avec son ânesse, parce que quand Bilam va rencontrer Balak, il chevauche une ânesse, et cette ânesse voit un ange à 3 reprises. Elle voit ce que lui ne voit pas. Exactement. Alors qu'il est prophète et qu'il est censé voir. Exactement. Et donc elle voit cet ange à 3 reprises, on a de nouveau le chiffre 3. Et donc à 3 reprises, elle va s'écarter du chemin pour éviter l'ange. Et Bilam, ne voyant pas l'ange, ne comprend pas pourquoi elle s'écarte du chemin, et il la frappe. Et tout d'un coup, l'ânesse, c'est vraiment un épisode très, très étrange, l'ânesse commence à parler, et elle dit à Bilam, pourquoi tu m'as frappé 3 fois? Mais le mot qu'elle utilise, elle ne dit pas shalosh pe'amim, comme on pourrait s'y attendre en hébreu moderne. Elle dit ki hikitani ze shalosh regalim. Donc, ça veut dire 3 fois, mais regalim, c'est le même mot qui est utilisé en hébreu pour désigner les fêtes de pèlerinage. Et Rachid nous dit c'est une allusion, comme si l'ânesse avait dit à Bilam, comment tu peux vouloir t'en prendre au peuple d'Israël qui fête 3 fêtes par année, 3 fêtes de pèlerinage par année. Et on a un peu de la peine à comprendre le rapport. Et en fait, je pense, ça c'est quelque chose que je rajoute par rapport à ce que David Saada explique, je pense que dans chacune des 3 fêtes, on retrouve une des composantes de chacun des trois phases de ce triptyque. Exactement. Donc on a Pessah, qui est la naissance du peuple, la sortie d'Égypte, donc c'est la dimension du peuple. Shavuot, c'est le don de la Torah. Et Sukkot, c'est la terre. Et Sukkot, c'est la terre. Et c'est à Sukkot, on sort, c'est le moment où on sort de sa maison pour entrer dans la soukha, on sort de la sécurité de sa maison pour entrer dans la fragilité de la soukha et se mettre sous la protection divine. Et en fait, c'est ce qu'on fait quand on vient en terre d'Israël. Peut-être ça dépend d'où on vient, mais à titre personnel, en tout cas, quand on vient effectivement de la paisible Suisse, ça ressemble beaucoup à Sukkot, le fait de faire son alia, de venir en terre d'Israël. Et en réalité, ce que nous dit là l'ânesse de Bilam, c'est que les 3 fêtes
qu'on fête chaque année sont en réalité l'assurance que le peuple d'Israël va résister pendant toute l'histoire aux attaques de ces ennemis. Travers ces trois composants. Exactement. Eh bien, Julien Pellet, merci de nous avoir éclairé donc sur cet aspect donc de cette paracha, sur ce message d'une certaine manière qui est toujours d'actualité aujourd'hui encore et que nous a livré, on peut dire entre guillemets, Bilham à travers ces bénédictions qui devaient être des malédictions qui se sont transformées en bénédictions. Merci d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi que nous terminons cette heure d'actualité, mais Eliana est rentrée dans le studio pour justement nous présenter les prochaines émissions de Cathy Choukroun. Exactement, alors on va commencer l'émission avec Israël, comment ça marche. On reçoit Shmuel Benaroche qui est un électricien qui nous parlera des différences à savoir de tous les appareils électriques quand on fait son alia, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut jeter. Ensuite, nous aurons Dossier Kalita avec Fredo Pacher qui est un projecteur qui s'occupe de l'alia à Netanya, qui nous parlera exactement de tout ce qu'on veut savoir si on souhaite s'installer à Netanya. Enfin, ce sera Eve Bocara qui nous racontera l'histoire de Herzl dans les figures d'Israël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Daniel. Eh bien, merci Eliana. Nous terminons cette heure d'actualité sur studiokalita.com, dernière heure d'actualité de la semaine. Nous vous souhaitons à tous et à toutes de passer une agréable journée. Shabbat Shalom, on se retrouve dimanche sur studiokalita.com. Bye bye, Shalom.